Le réveil sonne à 6 heures. Léa se lève d'un bond, l'estomac noué. Aujourd'hui, c'est le mariage de sa sœur Camille, et ses parents doivent venir la chercher à 9 heures. Elle enfile sa seule robe correcte, bleu marine, achetée en solde il y a 3 ans, et vérifie son reflet dans le petit miroir de sa chambre. À 28 ans, elle vit seule dans un studio modeste près de l'hôpital où elle travaille comme infirmière. Camille se marie avec Thomas, un dentiste prospère qu'elle fréquente depuis 2 ans. Léa n'a jamais vraiment compris pourquoi sa sœur a insisté pour qu'elle soit présente. Leurs relations ont toujours été tendues, marquées par les comparaisons constantes de leurs parents. 9h15, puis 9h30. Léa guette par la fenêtre, son petit sac à main serré contre elle. Enfin, la Peugeot grise de son père apparaît au coin de la rue. Elle descend rapidement les escaliers, le cœur battant d'une anxiété familière. « Tu es en retard ?» lance sa mère sans même la regarder quand Léa monte à l'arrière. « Bonjour maman, bonjour papa », répond Léa doucement. Son père démarre sans un mot. L'atmosphère dans la voiture est glaciale. Sa mère vérifie compulsivement sa coiffure dans le rétroviseur, visiblement stressée par l'événement. « J'espère que tu ne vas pas gâcher cette journée », dit sa mère. Camille mérite que tout soit parfait. Au moins essaie de ne pas faire honte à la famille, ajoute son père, les yeux fixés sur la route. Léa hoche la tête, habituée à ce genre de remarques. Elle pense à tout l'argent qu'elle a économisé pour offrir un beau cadeau à sa sœur. Un service à thé en porcelaine, qui lui a coûté 3 mois de petites économies. Le trajet se déroule dans un silence pesant. Sa mère énumère tous les invités importants qui seront présents. Le maire, le notaire, les collègues de Thomas. Léa réalise qu'elle ne connaît personne de cette liste. « Tu pourrais au moins faire un effort pour rencontrer quelqu'un ?» reprend sa mère. « À ton âge, il ne faut pas trop faire la difficile. » Léa fixe le paysage qui défile. Cette phrase, elle l'a entendue des centaines de fois. Elle pense à sa semaine, 60 heures à l'hôpital, dont plusieurs gratuites pour rester auprès de patients mourants. Personne dans cette voiture ne le sait. Après 1 heure de route, son père s'arrête brusquement devant une station-service autoroutière. « Il faut que je vérifie quelque chose sous le capot », marmonne-t-il en sortant. « Sors de la voiture, Léa », ordonne sa mère froidement. « On doit réorganiser les affaires pour le mariage. » Léa obéit, son sac à la main. Elle regarde son père soulever le capot, puis le refermer aussitôt sans rien vérifier. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. Quelque chose ne va pas. Ses parents remontent en voiture. Le moteur redémarre. « Attendez !» crie Léa, courant vers la portière. Camille baisse la vitre arrière avec un sourire cruel et fait signe de la main. « Fini le poids mort, au revoir. » Sa mère se retourne et lance par la fenêtre ouverte. Maintenant, toute la famille est réunie. La voiture s'éloigne, laissant Léa seule sur le parking. Elle reste figée, son cadeau pour Camille serré contre sa poitrine. Autour d'elle, des voitures passent, des familles qui se rendent à des célébrations où chacun compte. Pour la première fois, elle comprend. Elle n'a jamais fait partie de cette famille. Elle était juste un fardeau qu'il tolérait et qu'ils viennent d'abandonner le jour du mariage de sa propre sœur. Le vent froid lui fouette le visage. Elle essuie une larme et se dirige vers la station. Mais avant de chercher un moyen de rentrer, une question la hante. Comment sa propre famille a-t-elle pu devenir si cruelle ? Pendant que Léa reste figée sur le parking de la station-service, la Peugeot grise arrive devant l'Hôtel des Roses. L'établissement 4 étoiles brille de 1000 feux pour accueillir le mariage de Camille. Des guirlandes blanches ornent la façade et un tapis rouge s'étend jusqu'au perron. Camille descend de voiture, resplendissante dans sa robe de mariée qu'elle a enfilée à la hâte dans les toilettes de la station-service. Ses parents la suivent, soulagés d'être débarrassés de Léa. Ils se dirigent vers la réception, le sourire aux lèvres. « Bonjour, nous sommes la famille de la mariée », annonce fièrement le père de Camille. La réceptionniste, une femme d'une 50aine d'années au sourire chaleureux, consulte son registre. « Parfait, tout est prêt pour mademoiselle Camille. »« Au fait, » dit-elle en levant les yeux, « vous êtes de la famille de Léa aussi, je suppose ?» Les 3 membres de la famille se figent. Le père fronce les sourcils. « Léa ? Pourquoi cette question ? » « Oh, quelle femme remarquable !» s'exclame la réceptionniste, les yeux brillants. « Nous avons reçu sa donation anonyme de 50 000 € pour rénover l'aile pédiatrique de l'hôpital local. » Le directeur était aux anges. Camille pâlit sous son maquillage. Sa mère reste bouche bée. « Une donation ? Léa ?
balbutie le père. Oui, et ce n'est pas tout, continue la réceptionniste, enthousiaste. Elle vient chaque dimanche faire la lecture aux enfants malades. Les petits l'adorent, sans compter son travail bénévole auprès des familles en difficulté. Nous la connaissons bien ici. Elle a organisé 3 collectes de jouets cette année. Le silence qui suit est assourdissant. La mère de Camille se force à sourire. Nous ne savions pas qu'elle était si active. Active ? Répète la réceptionniste surprise. Mais elle est formidable. Le maire lui-même voulait la décorer pour ses actions caritatives, mais elle a refusé. Si modeste. Où est-elle d'ailleurs ? J'aimerais la saluer. Camille échange un regard paniqué avec ses parents. Comment expliquer qu'ils ont abandonné cette femme remarquable sur un parking ? Elle arrive plus tard, ment le père. Au même moment, le docteur Rousseau, médecin-chef de l'hôpital, s'approche du groupe. Les parents de Léa, quel plaisir. Il serre chaleureusement la main du père. Votre fille est un ange. Hier encore, elle a travaillé 16 heures d'affilée pour rester auprès d'une patiente qui mourait seule. Elle refuse systématiquement les heures supplémentaires payées. La mère déglutit péniblement. Nous sommes fiers d'elle. Vous devriez, renchérit le médecin. Elle a refusé 3 promotions pour ne pas quitter le service des soins palliatifs. Elle dit que c'est là qu'elle est le plus utile. Une vocation rare de nos jours. D'autres invités se joignent à la conversation. Madame Petit, une voisine âgée, raconte comment Léa fait ses courses depuis 3 ans en refusant tout paiement. Monsieur Bernard, propriétaire de l'épicerie, explique qu'elle paie discrètement les dettes des familles en difficulté. Léa m'a sauvé la vie, confie une jeune femme. Quand mon mari est parti en me laissant seule avec mes 2 enfants, elle m'a aidé à trouver un travail et à garder mes petits gratuitement pendant mes entretiens. Chaque témoignage enfonce un peu plus la famille dans la honte. Ils découvrent que Léa, celle qu'ils méprisent et appellent ratée, est respectée et aimée par toute la communauté. Leur échec est en réalité quelqu'un d'extraordinaire qu'ils n'ont jamais pris la peine de connaître. Camille s'excuse et se précipite aux toilettes, l'estomac retourné. Elle fixe son reflet dans le miroir. Comment ont-ils pu être si aveugles ? Comment ont-ils pu abandonner quelqu'un d'aussi bon ? Soudain, une question terrifiante lui traverse l'esprit. Et si d'autres invités demandent où est Léa ? Comment vont-ils expliquer son absence le jour de son propre mariage ? Pour la première fois de sa vie, Camille réalise qu'elle vient peut-être de commettre la plus grande erreur de son existence. Léa monte dans le train de 18h, épuisée après une journée passée à attendre dans la station-service. Elle a utilisé ses dernières économies pour acheter le billet, mais peu importe. Elle rentre chez elle avec une certitude nouvelle. Cette humiliation est un cadeau déguisé. Assise près de la fenêtre, elle regarde défiler les paysages. Pour la première fois depuis des années, elle ne ressent plus cette boule d'angoisse habituelle quand elle pense à sa famille. La douleur est là, bien sûr, mais quelque chose d'autre grandit en elle, la liberté. Pendant 28 ans, elle a couru après leur approbation. Elle s'est épuisée à essayer de comprendre pourquoi rien de ce qu'elle faisait n'était jamais assez bien. Aujourd'hui, elle a sa réponse. Le problème n'était pas elle, c'était eux. De retour dans son studio, Léa sort de son tiroir une lettre qu'elle n'avait jamais osé envoyer. Une proposition pour un poste d'infirmière coordinatrice dans le service de soins palliatifs de l'hôpital, un emploi mieux payé, avec plus de responsabilités. Elle l'avait refusé par manque de confiance en elle. Le lendemain matin, elle appelle le chef de service. « Docteur Martin, c'est Léa. Je voudrais savoir si le poste de coordinatrice est toujours disponible. »« Léa, bien sûr, nous vous attendions. Pouvez-vous commencer lundi ?» Cette facilité la surprend. Elle qui pensait ne rien valoir, découvre qu'on la réclamait depuis des mois. Les jours suivants s'enchaînent dans un tourbillon de changements. Léa visite des appartements plus grands, loin de son quartier actuel. Elle veut tourner la page complètement. Elle adopte même un petit chien au refuge, Luna, une chienne croisée aux yeux doux qui semble comprendre sa solitude. Au travail, ses collègues remarquent immédiatement sa transformation. Léa, qui baissait toujours les yeux, prend maintenant la parole en réunion. Elle propose des améliorations dans l'organisation du service, des idées intelligentes que personne n'avait osé formuler. « Tu as changé », lui dit Marie,
sa collègue la plus proche. « Tu sembles libérée. » Léa sourit. C'est exactement ça. Libérée. Libérée de l'opinion de gens qui ne l'ont jamais comprise ni respectée. 2 semaines après l'incident, elle reçoit un appel inattendu. C'est sa voisine, Madame Durand, qui connaît sa famille. « Léa, ma chérie, j'ai croisé ta mère au marché hier. Elle m'a dit que tu avais été malade et que tu avais raté le mariage de Camille. J'espère que ça va mieux ?» Léa reste silencieuse un instant. Sa famille a donc menti pour expliquer son absence. Cette lâcheté ne l'étonne même plus. « Je vais très bien, Madame Durand. Merci de votre inquiétude. » Mais cette conversation lui apprend quelque chose d'important. Sa famille a honte de ce qu'elle a fait. Suffisamment honte pour mentir à tout le monde. Quelques jours plus tard, une autre information lui parvient par Marie, dont la sœur travaille en banque. Les parents de Léa ont des difficultés financières importantes. Son père, proche de la retraite, n'a pas cotisé suffisamment. Ils ont contracté plusieurs crédits pour maintenir leur train de vie et financer le mariage de Camille. Cette révélation ne lui procure aucune satisfaction. Elle ressent juste une tristesse immense pour ces gens qui ont gâché leur vie à poursuivre les apparences. Le soir, dans son nouvel appartement avec Luna à ses pieds, Léa réfléchit à son avenir. Elle a 30 ans dans 2 ans. Elle veut construire quelque chose de beau, quelque chose qui lui ressemble. Elle pense à retourner aux études pour devenir psychologue, spécialisée dans l'accompagnement des familles en deuil. Son téléphone vibre. Un message de sa sœur. « Léa, il faut qu'on parle. S'il te plaît. » Léa lit le message, puis l'efface sans répondre. Elle n'est pas encore prête. Peut-être ne le sera-t-elle jamais. Pour l'instant, elle savoure cette paix nouvelle, cette sensation d'être enfin chez elle dans sa propre vie. Luna pose sa tête sur ses genoux. Léa la caresse doucement. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit en pensant à demain. Son avenir lui appartient enfin. 6 mois ont passé depuis l'abandon à la station-service. Léa ne reconnaît plus la femme qu'elle était. Dans son nouveau poste de coordinatrice, elle dirige une équipe de 12 infirmières avec une assurance qui étonne même ses collègues les plus expérimentés. Ce mardi matin, elle prépare la réunion hebdomadaire quand David Moreau frappe à la porte de son bureau. Psychologue de l'hôpital, il travaille avec les familles endeuillées et collabore régulièrement avec son service. « Léa, j'aimerais vous parler du dossier Blanchard. La famille a du mal à accepter le diagnostic. David a 32 ans, des cheveux châtains légèrement bouclés et un regard d'une douceur rare. Depuis quelques semaines, Léa a remarqué qu'il trouve toujours de bonnes raisons de passer à son bureau. « Asseyez-vous. Café ? » « Volontiers. » Ils discutent du cas pendant 1 heure, mais Léa sent que David cherche à prolonger la conversation. Quand il évoque les difficultés des familles recomposées, elle reste silencieuse. « Vous semblez avoir de l'expérience sur ce sujet ?» observe-t-il délicatement. « Disons que les relations familiales ne sont pas toujours simples. » David hoche la tête sans insister. Cette retenue lui plaît. Contrairement à sa famille qui l'a toujours bombardé de questions indiscrètes, il respecte ses silences. Les semaines suivantes, leurs échanges professionnels évoluent naturellement vers des conversations plus personnelles. David découvre la passion de Léa pour la lecture, ses week-ends avec Luna, son engagement bénévole. Il admire sa force tranquille, cette façon qu'elle a de consoler les familles les plus désespérées. « Vous avez un don », lui dit-il un soir, alors qu'ils rangent ensemble les dossiers. « Les gens vous font confiance immédiatement. J'ai appris à reconnaître la souffrance. » Il y a quelque chose dans sa voix qui intrigue David, une profondeur qui suggère une blessure ancienne. Mais il ne pose pas de questions. Il se contente de lui proposer un café dans le petit bistrot en face de l'hôpital. C'est leur premier rendez-vous officieux. Léa hésite avant d'accepter. Elle n'a jamais eu de vraie relation amoureuse, trop occupée à essayer de plaire à sa famille pour s'intéresser aux hommes. Mais avec David, tout semble naturel. Au café, ils parlent de voyages, de livres, de leurs rêves d'avenir. David lui raconte son divorce à l'amiable 2 ans plus tôt, son ex-femme qui voulait des enfants qu'il n'était pas prêt à avoir. Léa évoque vaguement une « famille compliquée » sans entrer dans les détails. « J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps », confie David en la raccompagnant à sa voiture. « Moi aussi. » Pour la première fois de sa vie, Léa se sent comprise sans avoir besoin de s'expliquer. David voit en elle la femme forte et généreuse qu'elle est vraiment,
pas l'échec que sa famille s'acharnait à décrire. Leur relation évolue lentement, sans précipitation. David découvre l'appartement de Léa, fait la connaissance de Luna qu'il adopte immédiatement. Il remarque l'absence totale de photos de famille, mais ne fait aucun commentaire. Un soir, alors qu'ils regardent un film chez elle, Léa reçoit un appel. Elle voit le nom « Maman » sur l'écran et coupe aussitôt la communication. « Problèmes familiaux ?» demande David avec tact. « Nous ne nous parlons plus depuis quelques mois. » Dispute ? Plutôt une prise de conscience. David sent qu'il ne faut pas insister. Il se contente de prendre sa main dans la sienne. Ce geste simple, cette présence silencieuse valent tous les discours. Au travail, l'épanouissement de Léa ne passe pas inaperçu. Le docteur Martin lui propose de suivre une formation en psychologie appliquée aux soins palliatifs. Elle accepte avec enthousiasme, voyant là l'opportunité de donner encore plus de sens à son travail. « Vous changez la vie de nos patients », lui dit-il, « et la nôtre aussi. » Cette reconnaissance professionnelle, conjuguée à l'amour naissant avec David, transforme Léa. Elle qui se cachait autrefois derrière ses cheveux porte maintenant des robes colorées. Elle qui n'osait jamais donner son avis anime désormais des formations pour les nouvelles infirmières. Un samedi soir, David l'invite dans un restaurant élégant. C'est leur 5e rendez-vous officiel, et Léa se surprend à être parfaitement détendue. Elle n'a plus honte de qui elle est, plus peur du jugement. « J'aimerais vous présenter à mes amis la semaine prochaine », propose David. « Si vous êtes d'accord, bien sûr, j'en serais ravie. » En prononçant ces mots, Léa réalise qu'elle vient d'accepter d'intégrer un nouveau cercle social. Elle qui n'avait jamais eu d'amis proches, toujours trop préoccupée par sa famille dysfonctionnelle, va enfin découvrir ce que signifie appartenir à un groupe qui l'apprécie pour ce qu'elle est. En rentrant chez elle ce soir-là, elle trouve un message de Camille sur son répondeur. « Léa, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous avons des problèmes et... » Elle efface le message sans l'écouter jusqu'au bout. Sa nouvelle vie a commencé et elle refuse de laisser le passé la rattraper. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmure que tôt ou tard, elle devra affronter sa famille. Pour l'instant, elle savoure ce bonheur fragile et nouveau. 8 mois après l'abandon, Léa vit sa meilleure période. Sa relation avec David s'épanouit, son travail la passionne, et elle vient d'emménager dans un duplex avec jardin. Ce mardi matin, elle arrose ses nouvelles plantations quand son téléphone sonne. « Léa, c'est Sophie. Tu te souviens de moi ? On a travaillé ensemble aux urgences. » Sophie avait quitté l'hôpital pour s'installer dans la ville natale de Léa. Elle bavarde quelques minutes avant que Sophie hésite. « Écoute, je ne sais pas si je dois te dire ça, mais j'ai croisé ta sœur hier. Elle avait l'air... désespérée. » Léa se fige. Depuis des mois, elle refuse de penser à sa famille. Elle m'a demandé ton numéro. Je ne lui ai pas donné, bien sûr, mais elle m'a dit qu'ils avaient de gros problèmes financiers. Son mari a des ennuis avec l'ordre des dentistes. Après avoir raccroché, Léa reste troublée. Une partie d'elle ressent une satisfaction amère, mais une autre s'inquiète malgré elle. Sophie l'a toujours été directe et honnête. Le soir même, David remarque sa préoccupation pendant le dîner. « Quelque chose te tracasse ? J'ai eu des nouvelles de ma famille aujourd'hui. Des mauvaises nouvelles. Tu veux en parler ?» Léa hésite. Elle n'a jamais raconté la vérité sur l'abandon à David. Elle lui a juste dit qu'il s'était éloigné après des différends. Ma sœur et ses beaux-parents auraient des problèmes d'argent. Et ça te fait quelque chose ? Je ne sais pas. C'est compliqué. David pose sa main sur la sienne sans rien ajouter. Cette délicatesse lui fait réaliser à quel point sa famille était toxique. Jamais il ne l'aurait écoutée sans la juger ou lui donner des conseils non sollicités. 2 jours plus tard, Marie, sa collègue, l'aborde à la pause déjeuner. « Léa, ma cousine habite près de chez tes parents. Elle m'a dit qu'il y avait eu des huissiers chez eux la semaine dernière. L'information la secoue plus qu'elle ne l'aurait cru. Des huissiers signifient des dettes importantes, probablement des saisies. Elle m'a dit aussi que tes parents racontaient partout que tu avais refusé de les aider, qu'ils t'avaient tout donné et que tu les avais abandonnés dans le besoin. » Cette fois, la colère de Léa explose. Même dans la détresse, ils continuent de mentir et de la salir. Ils osent prétendre l'avoir tout donné alors qu'ils l'ont traité comme un déchet pendant des années. Le soir, elle fait des recherches sur Internet. Elle découvre que Thomas,
le mari de Camille, fait l'objet d'une enquête pour facturation abusive et soins non conformes. Plusieurs patients l'ont poursuivi. Son cabinet risque la fermeture. Ces révélations lui font comprendre quelque chose d'essentiel. Le mariage de Camille n'était pas une histoire d'amour, mais un calcul financier. Sa sœur avait épousé Thomas pour son argent, et leurs parents avaient tout misé sur cette union pour résoudre leurs propres problèmes financiers. Tout s'éclaire soudain. Pourquoi ils l'avaient toujours présenté comme un échec? Pour valoriser Camille, leur investissement rentable. Pourquoi ils l'avaient exclue du mariage? Elle représentait tout ce qu'ils voulaient oublier de leur vie ratée. Elle repense aux paroles de sa mère. Au moins, nous avons une fille qui nous fait honneur. Camille n'était pas leur fierté. Elle était leur police d'assurance. Et cette assurance vient d'exploser. Une semaine plus tard, le portable de Léa vibre. Un numéro inconnu. Allô? Léa, c'est papa. Il faut qu'on se parle. Sa voix tremble, chevrotante. Léa reconnaît ce ton. C'est celui qu'il prenait quand il était vraiment désespéré. Je n'ai rien à vous dire. S'il te plaît, ma chérie. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. Camille et Thomas traversent une période difficile, et nous... Vous quoi? Nous risquons de perdre la maison. Le silence s'étire. Léa entend sa mère pleurer en arrière-plan. Vous m'avez abandonnée sur un parking le jour du mariage de ma sœur. Vous m'avez appelé poids mort. Vous avez dit à tout le monde que j'avais refusé de vous aider alors que vous ne m'avez jamais rien demandé. Léa, nous étions stressés, nous... Non, vous étiez vous-même. Pour la première fois, vous montriez qui vous étiez vraiment. Elle raccroche et éteint son téléphone. David, qui a entendu la conversation depuis la cuisine, s'approche d'elle. Tu trembles. Je viens de comprendre quelque chose d'horrible. Ils ne m'ont jamais aimée. Jamais. J'étais juste... un problème à résoudre. David la prend dans ses bras. Pour la première fois depuis des mois. Léa pleure. Mais ce ne sont plus des larmes de douleur. Ce sont des larmes de libération. Elle vient de fermer définitivement la porte sur une famille qui n'en était pas une. Pourtant, au fond d'elle, une question grandit. Maintenant qu'ils sont au pied du mur, jusqu'où seront-ils prêts à aller pour la récupérer? 3 semaines après l'appel désespéré de son père, Léa reçoit un coup de fil inattendu. C'est Milarché, le notaire du quartier. « Mademoiselle Léa, j'ai une nouvelle délicate à vous annoncer. Madame Moreau est décédée dans son sommeil hier soir. » Léa sent son cœur se serrer. Madame Moreau, 80 ans, était sa voisine du temps où elle vivait encore chez ses parents. Une femme discrète qui lui glissait toujours des bonbons quand elle était petite. Elle vous a désigné comme légataire de ses affaires personnelles. Pourriez-vous passer récupérer ses effets? Le lendemain, Léa se rend dans l'ancien appartement. L'endroit sent la lavande et les souvenirs. Sur la table du salon, une enveloppe porte son nom d'une écriture tremblante. À l'intérieur, une clé et un mot. Chambre, sous le lit, boîte bleue. Pour toi, ma chérie. Léa découvre sous le lit une boîte en fer bleu ciel, fermée par un petit cadenas. La clé s'ajuste parfaitement. À l'intérieur, des lettres jaunies et des documents officiels. Son nom apparaît partout. Sa respiration se coupe quand elle lit la première lettre, datée de 20 ans. Ma chère Pauline, je sais que mon fils et sa femme ne valent rien. J'ai vu comment ils traitent notre petite Léa. C'est pourquoi je confie ces papiers à votre garde. Si quelque chose m'arrive, donnez-lui tout. Elle seule mérite cet héritage. Suzanne. Suzanne. Sa grand-mère paternelle, morte quand Léa avait 8 ans. Ses mains tremblent quand elle déplie l'acte notarié suivant. Testament holographe. Legs universel à sa petite-fille Léa. La maison de campagne familiale et un compte d'épargne de 80 000 francs de l'époque. Les documents bancaires confirment, tout a été vendu et utilisé par ses parents. La maison, revendue 150 000 € il y a 15 ans. L'épargne, transformée et réinvestie, vaut aujourd'hui plus de 180 000 €. Une autre lettre de sa grand-mère lui glace le sang. « Ma petite Léa, si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. Tes parents t'ont volé ton héritage. J'ai tout légué à ton nom parce que je voyais leur méchanceté grandir. Ils étaient jaloux de l'affection que je te portais. Pauline Moreau est la seule en qui j'ai confiance. Elle gardera ses preuves jusqu'à ce que tu sois assez grande pour te défendre. » Léa s'effondre sur le sol. Les papiers éparpillés autour d'elle.
Tout s'explique enfin. La haine inexplicable de ses parents, leurs remarques constantes sur l'argent qu'elle leur devait, leur acharnement à la diminuer. Ils savaient qu'ils lui avaient volé sa part d'héritage, et leur culpabilité s'était transformée en agressivité. Elle découvre d'autres documents. Les relevés bancaires montrant que l'argent de sa grand-mère a servi à payer les études de Camille, à financer leurs vacances, à éponger leurs dettes de jeu, car son père était joueur, détail soigneusement caché. Le plus révoltant, une facture du traiteur du mariage de Camille, payée avec cet argent volé. Sa propre sœur s'était mariée avec l'héritage de Léa, puis l'avait appelé poids mort en l'abandonnant sur un parking. Son téléphone vibre. Message de Camille. « Léa, maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. Il faut que tu viennes. » Elle fixe l'écran, puis les documents étalés devant elle. 20 ans de mensonges. 20 ans de vol organisé. 20 ans à la faire se sentir coupable d'exister. Elle tape sa réponse. Non. Puis elle appelle David. « Tu peux venir ? J'ai découvert quelque chose d'énorme. » Quand David arrive, il trouve Léa assise au milieu des papiers, un calme effrayant sur le visage. Ils m'ont volé, pendant 20 ans, et ils m'ont fait croire que j'étais leur débitrice. Elle lui explique tout, l'héritage caché, l'argent détourné, les mensonges. David reste silencieux, partageant entre stupeur et colère. Que vas-tu faire ? Ce que ma grand-mère aurait voulu, me défendre. Elle ramasse les documents et les range soigneusement. Dans sa poche, son téléphone n'arrête plus de vibrer. Message paniqué de Camille, appel manqué de son père. Ils vont tout perdre bientôt, dit-elle à David. Leurs dettes, les problèmes de Thomas, ils pensent bien que je vais courir les sauver par pitié. Et, cette fois, ils vont découvrir qui je suis vraiment. Elle sourit pour la première fois depuis des heures. Un sourire que David ne lui connaît pas. Déterminé, presque dangereux. Je vais récupérer ce qui m'appartient, chaque euro. Dehors, le vent se lève. L'orage approche, et Léa compte bien en être la foudre. Pour la première fois de sa vie, elle détient les cartes. Et elle va toutes les jouer. Léa attend sa famille dans le café de l'hôtel Mercure, un endroit neutre qu'elle a choisi délibérément. Sur la table devant elle, une mallette en cuir contient tous les documents de Madame Moreau. David est assis à une table voisine, prêt à intervenir si nécessaire. Ses parents arrivent les premiers. Son père a vieilli de 10 ans en quelques mois. Sa mère, pâle et amaigrie, porte encore les traces de son séjour à l'hôpital. Camille les suit, les yeux rougis, tenant Thomas par le bras. Ils s'installent face à Léa, comme des accusés devant un tribunal. « Merci d'être venu », murmure sa mère d'une voix brisée. Léa les observe en silence. Ces gens qui l'ont terrorisée pendant des années lui paraissent de soudain si petits, si pathétiques. La peur a changé de camp. « Nous traversons une période difficile », commence son père. « Thomas risque de perdre son cabinet. Nous avons des dettes importantes. Et vous pensez que je vais vous aider ? Tu es notre fille. Malgré nos différends, nous sommes une famille. » Léa ouvre calmement sa mallette et sort le premier document. L'acte de succession de sa grand-mère. Le silence se fait autour de la table. Vous reconnaissez ceci ? Le teint de son père vire au gris. Sa mère détourne le regard. Camille fixe le papier sans comprendre. « Qu'est-ce que c'est ?» demande-t-elle. « L'héritage de votre grand-mère », répond Léa sans quitter ses parents des yeux. « Celui qu'elle m'a légué en totalité. Celui que vous avez volé et caché pendant 20 ans. » Camille blêmit. Thomas, qui découvre l'information, recule sur sa chaise. « Léa, nous pouvons expliquer, » tente son père. « Vraiment ? Expliquez-moi comment 180 000 € ont disparu de mes comptes. Expliquez-moi comment vous avez vendu à ma maison. » Elle sort les relevés bancaires un à un, les étalant comme des cartes à jouer. Chaque document assène un coup fatal. Vos vacances aux Seychelles en 2018, payées avec mon argent. Les études de médecine dentaire de Thomas, mon argent. Votre voiture neuve, mon argent. Sa voix reste d'un calme glaçant, plus effrayant que tous les cris. Et le plus beau, elle sort la facture du traiteur. Votre mariage, Camille. 15 000 € de mon héritage pour célébrer votre union. Juste avant de m'appeler poids mort et de m'abandonner sur un parking. Camille s'effondre en larmes. Thomas, réalisant l'énormité de la situation,
se lève pour partir, mais Léa l'arrête d'un regard. « Asseyez-vous, vous aussi vous étiez au courant. Nous allions te rembourser, » balbutie son père. « Quand ta sœur serait installée, avec quel argent? Vous êtes ruiné, vous l'avez toujours été. Vous avez vécu au-dessus de vos moyens sur mon dos pendant 2 décennies. » Sa mère tente une dernière carte, la plus cruelle. « Nous t'avons élevé, nourri, logé. Cet argent, nous l'avons investi pour la famille. » Le rire de Léa glace l'atmosphère. « Élevé? Vous m'avez détruite psychologiquement pour cacher votre culpabilité. Vous m'avez fait croire que j'étais un fardeau, alors que je finançais votre train de vie. Vous m'avez volé 20 ans de confiance en moi. » Elle se lève, dominante pour la première fois de sa vie face à ses parents. « J'ai les originaux de tous ces documents. J'ai les preuves des virements frauduleux. J'ai les témoins qui confirment les mensonges de grand-mère sur vos intentions. » Son père tente un dernier mensonge désespéré. « Tu n'as aucune preuve que nous savions pour le testament. » Léa sort alors la lettre manuscrite de sa grand-mère, celle qui révèle explicitement qu'elle se méfiait d'eux. Les mots de la défunte résonnent comme une condamnation posthume. Elle savait qui vous étiez vraiment. Elle m'a protégée même après sa mort. Le silence qui suit est assourdissant. Camille pleure silencieusement. Thomas regarde sa femme comme s'il la découvrait. Les parents de Léa comprennent qu'ils viennent de perdre la partie. « Que veux-tu » demande finalement son père, vaincu. « Justice. Vous allez me rembourser jusqu'au dernier centime, avec les intérêts de 20 ans, soit environ 300 000 € aujourd'hui. Nous n'avons pas cette somme. Alors vous vendrez tout. Votre maison, votre voiture, vos bijoux. Vous rembourserez par mensualité si nécessaire. Et vous reconnaîtrez publiquement vos torts devant toute la famille. » Elle referme sa mallette d'un geste sec. « Vous avez 1 semaine pour accepter mes conditions. Sinon, je porte plainte pour détournement d'héritage et faux en écriture. 20 ans de prison, ça vous dit ?» Elle se dirige vers la sortie, puis se retourne une dernière fois. « Ah, et pour votre information, maman n'a jamais eu de crise cardiaque. J'ai vérifié auprès de l'hôpital. Même dans le désespoir, vous mentez encore. » Elle sort du café, David à ses côtés. Derrière elle, sa famille s'effondre comme un château de cartes. Pour la première fois de sa vie, Léa a gagné. Et ils le savent tous. 4 jours après l'ultimatum, Léa reçoit un appel de Meu Dubois, l'avocat que sa famille vient d'engager dans la précipitation. « Mademoiselle, mes clients souhaitent négocier un arrangement amiable. Je vous écoute. Ils reconnaissent les irrégularités et proposent un échelonnement du remboursement sur 15 ans. » Léa sourit. Ils tentent encore de gagner du temps. « Maître, transmettez-leur ma contre-proposition. Reconnaissance écrite de leur tort, remboursement intégral sous 3 ans et excuse publique devant la famille élargie. Sinon, rendez-vous au tribunal. » Le lendemain, c'est Camille qui frappe à sa porte. Elle a perdu 10 kilos. Ses cheveux sont ternes, ses yeux creusés par l'insomnie. La femme hautaine du mariage a disparu. « Léa, s'il te plaît, laisse-moi entrer. » Elle s'installe dans le salon. Camille fixe ses mains tremblantes. « Je ne savais pas. Pour l'héritage. Papa m'avait dit que grand-mère n'avait rien laissé. »« Tu mens. »« Non. » Camille lève les yeux, désespérée. « J'ai découvert la vérité en même temps que toi l'autre jour. Tu crois que j'aurais accepté que mes études soient payées avec ton argent si j'avais su ?» Léa l'observe attentivement. Pour la première fois depuis des années, sa sœur semble sincère. « Thomas m'a quitté hier, » continue Camille. Il dit qu'il ne peut pas rester marié à une femme dont la famille l'a compromis. Il demande le divorce et la garde exclusive des enfants. Cette révélation touche Léa malgré elle. Camille perd tout, mari, enfant, sécurité financière. « Nos parents t'ont menti sur mon compte pendant des années, n'est-ce pas ?» demande Léa. Camille hoche la tête en pleurant. « Ils disaient que tu étais jalouse de moi, que tu refusais de faire des efforts, que tu critiquais mes choix. Je les croyais. J'avais tort. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Parce que j'ai compris quelque chose d'horrible. Ils nous ont montés l'une contre l'autre pour cacher leurs crimes. Ils savaient que si nous nous parlions vraiment, nous découvririons leurs mensonges. » Cette explication frappe Léa comme une évidence. Ses parents ont orchestré cette rivalité pour les diviser et protéger leurs secrets. Que veux-tu, Camille ? Ton pardon et une chance de réparer.
Camille sort de son sac une enveloppe épaisse. J'ai vendu mes bijoux, ma voiture, tout ce que je pouvais. 22 000 €. C'est tout ce que j'ai, mais c'est pour toi. Léa prend l'enveloppe, surprise par ce geste inattendu. Je vais témoigner contre nos parents si nécessaire. Je veux que justice soit rendue. Et je veux que mes enfants sachent un jour qui tu es vraiment. 3 jours plus tard, Me Dubois rappelle Léa. Ses parents capitulent totalement. Ils acceptent toutes vos conditions. Voici leur proposition. Vente immédiate de leur maison pour rembourser 160 000 €. Le solde sera payé mensuellement sur leur retraite. Et les excuses publiques? Ils organiseront un dîner familial où ils reconnaîtront leurs torts devant tous les oncles, tantes et cousins. Léa accepte l'accord. 2 semaines plus tard, dans la salle communale de leur ancien village, toute la famille élargie se rassemble pour ce qui était annoncé comme une réconciliation. Son père se lève, le visage ravagé par la honte. Nous avons caché la vérité pendant 20 ans. Léa était l'héritière de ma mère, et nous avons utilisé cet argent pour notre famille. Nous avons eu tort. Nous lui présentons nos excuses publiques. Le silence dans la salle est assourdissant. Les oncles et tantes regardent Léa avec un mélange de respect et de pitié. Ils comprennent enfin pourquoi elle avait toujours été traitée différemment. Sa mère se lève à son tour, les larmes aux yeux. « Ma fille, pardonne-nous. Nous avons été lâches et malhonnêtes. Tu mérites mieux que nous. » Léa se lève calmement. « J'accepte vos excuses. Mais comprenez bien, notre relation sera désormais basée sur le respect mutuel et la vérité. Plus jamais de mensonges. Plus jamais d'humiliation. » Elle se tourne vers l'assemblée. « Merci à tous d'être venus. Vous êtes ma vraie famille maintenant. » En sortant de la salle, David lui prend la main. « Comment te sens-tu ? » ?»« Libre. Enfin libre. » Ils montent en voiture sous le regard de ses parents, qui réalisent qu'ils viennent de perdre définitivement leur fille. Léa ne se retourne pas. Elle regarde droit devant, vers son avenir. Dans sa poche, le chèque de 160 000 € marque le début de sa vraie vie. Justice a été rendue, mais plus important encore, elle a récupéré sa dignité. L'histoire touche à sa fin, mais pour Léa, tout ne fait que commencer. 2 ans plus tard, Léa se tient devant le miroir de sa chambre, ajustant sa robe de mariée crème. Pas de tulle extravagant, pas de strass clinquant, juste une élégance simple qui lui ressemble. Luna, maintenant âgée, dort paisiblement sur le lit, une couronne de fleurs autour du cou. « Tu es prête ?» demande David depuis le couloir. Plus que jamais. Ils ont choisi de se marier dans le jardin de leur maison, entourés de leurs vrais amis. 50 personnes qui les aiment sincèrement. Ses collègues de l'hôpital, les familles qu'elle a accompagnées, les voisins qu'elle aide depuis des années. Sa vraie famille. Camille est là aussi, discrète au fond du jardin. Divorcée mais reconstruite, elle travaille maintenant comme aide-soignante et élève seule ses 2 enfants. Ses parents lui ont rendu visite 2 fois en 2 ans. Des visites polies mais distantes. Ils paient religieusement leur mensualité de remboursement, mais leur fierté brisée ne s'est jamais remise de l'humiliation publique. La cérémonie est simple et touchante. Quand David passe l'alliance au doigt de Léa, elle pense à cette jeune femme terrorisée qui attendait sur un parking il y a 3 ans. Cette femme-là n'existe plus. Après les félicitations, Léa s'éclipse quelques minutes dans son bureau. Sur son bureau trône une photo de sa grand-mère Suzanne, celle qui l'a protégée même dans la mort. À côté, une plaque dorée. Fondation Suzanne. Aide aux familles recomposées. Avec son héritage récupéré, Léa a créé cette fondation qui aide les enfants victimes de violences psychologiques familiales. Elle reçoit 3 nouvelles demandes par semaine. Son expérience personnelle fait d'elle une accompagnatrice exceptionnelle. « Merci, grand-mère », murmure-t-elle en touchant la photo. Un coup discret à la porte l'interrompt. C'est Marie, sa témoin. « Léa, il y a quelqu'un qui souhaite te voir. » Dans le salon, une jeune fille d'une 20aine d'années l'attend, visiblement émue. « Madame, je suis Claire Moreau, l'arrière-petite-fille de Pauline Moreau. » Léa reconnaît le nom, la famille de celle qui avait gardé les documents de sa grand-mère. « Mon arrière-grand-mère m'a souvent parlé de vous avant de mourir. Elle disait que vous étiez la plus courageuse des femmes qu'elle avait connues. » Claire lui tend une enveloppe. « Elle m'a demandé de vous donner ceci le jour de votre mariage. » Elle était certaine que ce jour arriverait. Léa ouvre l'enveloppe. Une dernière lettre de Madame Moreau, écrite de sa main tremblante. « Ma chère Léa,
Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ton bonheur. Ta grand-mère Suzanne serait si fière. Elle savait que tu avais un cœur en or, même si tes parents t'empêchèrent de briller. J'ai été honorée de garder ses secrets et de t'aider à récupérer ta liberté. Sois heureuse, ma chérie. Tu le mérites plus que quiconque. Les larmes aux yeux, Léa serre Claire dans ses bras. Merci. Votre arrière-grand-mère était un ange. De retour dans le jardin, la fête bat son plein. David lève son verre. À ma femme, qui m'a appris que la vraie force ne fait pas de bruit. Léa sourit en regardant autour d'elle. Tous ces visages bienveillants, cette joie partagée, cet amour authentique. Voilà ce qu'est une vraie famille. Son téléphone vibre. Un message de Camille. Félicitations, grande sœur. Papa et maman auraient dû être là, mais leur orgueil les en empêche encore. Moi, je suis fière de toi. Léa range son téléphone sans répondre. Elle a appris que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais qu'on peut vivre pleinement malgré elles. Le soir tombe. Les invités partent un à un, laissant le jeune couple seul dans leur jardin illuminé de guirlandes. David enlace Léa par la taille. Aucun regret? Un seul. Celui d'avoir attendu si longtemps pour comprendre que je valais mieux que ce qu'il me disait. Elle pose sa main sur son ventre légèrement arrondi. Dans 4 mois, leur premier enfant naîtra. Un enfant qui grandira dans l'amour inconditionnel, la bienveillance et la vérité. Comment l'appellerons-nous? Suzanne si c'est une fille. Et si c'est un garçon? Espoir. David sourit et l'embrasse tendrement. Autour d'eux, les étoiles brillent dans un ciel dégagé. Luna remue la queue dans son sommeil, rêvant probablement des jours heureux qui les attendent. Léa ferme les yeux et respire profondément. L'odeur des roses de son jardin, la main de David dans la sienne, la vie qui grandit en elle. Voilà sa victoire. Pas dans la vengeance, mais dans cette capacité à reconstruire quelque chose de beau après la destruction. Elle a choisi sa famille, et cette famille l'a choisie en retour. L'histoire de l'abandon s'achève ici. Celle de l'amour ne fait que commencer.